De façon générale, l'Union européenne, c'est vraiment le royaume des normes, et la France, c'est le paradis des normes. Récemment, j'ai rencontré un promoteur de la région, un promoteur de la région lyonnaise, dans laquelle j'habite et je travaille, et cette conversation m'a vraiment fait halluciner, et j'ai repensé après à cette conversation, et ça m'a donné envie, en tout cas ça m'a inspiré pour faire cette vidéo dans laquelle je voudrais vous mettre en garde contre les dangers de la promotion. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument scandaleuses. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pour être un petit peu galant, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est la MDB Academy, l'organisme de formation certifié Calliope numéro 1 pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, d'ores et déjà, pour être tenu au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Donc je vais commencer par concrètement parler de la différence fondamentale entre les marchands de biens et les promoteurs immobiliers. Donc, la différence majeure capitale, c'est que le promoteur va travailler dans le neuf, c'est-à-dire qu'il va partir de quelque chose d'à peu près inexistant, ou alors qu'il va exister, mais il va raser et il va construire du neuf, tandis qu'un marchand de biens doit essayer de s'arranger avec l'existant et doit composer avec l'existant, en tout cas travailler l'ancien. Et là, c'est une différence fondamentale puisque ça va impliquer un set de compétences nécessaires qui sont tout à fait différents. Alors déjà, par exemple, la prospection ne se fait absolument pas de la même manière. Par exemple, un promoteur peut, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font, ils automatisent un petit peu leur prospection, ils superposent ils ont des logiciels, ils superposent des couches, ils voient où est-ce qu'il y a des potentiels constructibles pour monter un petit peu en hauteur, cherchent des dents creuses, ce genre de choses, et donc ils vont un petit peu toquer aux portes des propriétaires qui ont ce genre de biens, et ils essayent de leur faire des propositions. Alors ensuite, les promoteurs, je sais qu'ils sont parfois sur des temps très longs en termes de négociation. Parfois, ils vont aller un petit peu draguer, quand je dis draguer, c'est une figure de façon de parler, ils vont aller draguer des vieux et des vieilles pendant de nombreuses années. Thank you for your vote of confidence. Welcome to the Investors Center. Pour essayer de les convaincre de vendre le bien immobilier à eux plutôt qu'aux concurrents. Et parfois, ils sont sur un dossier pendant 5 ans, 10 ans, où ils vont ramer et aller voir les gens, et tous les Noëls, envoyer des bouquets de fleurs, des trucs, pour espérer peut-être au bout de 10 ans réussir à sortir le dossier. Et les marchands de biens, on prospecte de façon complètement différente, puisque, et ça franchement on a essayé avec diverses personnes justement de mettre en place des solutions un petit peu informatisées, et c'est très compliqué puisque ça dépend de tellement de subtilités qui nécessitent un œil professionnel qu'en réalité il n'est pas possible d'automatiser ça juste en superposant des couches et en regardant par exemple le potentiel constructible de tel ou tel secteur. Déjà la prospection elle se fait de façon complètement différente. Ensuite les responsabilités et les garanties ne sont absolument pas les mêmes que vous soyez promoteur ou que vous soyez marchand de biens. C'est-à-dire qu'un promoteur, comme il fait du neuf, il doit à ses acquéreurs toutes sortes de garanties. Il y a notamment la garantie de parfait achèvement, donc c'est une garantie d'1 an sur n'importe quel problème que les personnes peuvent constater dans leur bien. Ensuite, il y a la garantie biennale de bon fonctionnement, donc ça c'est tous les équipements qui sont dissociables du gros œuvre, type, je sais pas, les radiateurs, bref, tout ce qui peut être détaché en gros des murs et des sols. Là-dessus, il y a une garantie de bon fonctionnement de 2 ans. Bien sûr, ensuite, il y a la garantie décennale, la garantie donc de 10 ans, sur tous les problèmes qui pourraient compromettre l'habitabilité du bien. Donc ça, ce sont des garanties que le promoteur qui donc fait du neuf doit à ses acquéreurs. Lorsqu'on est marchand de biens, c'est tout à fait différent puisque nous ne faisons pas du neuf, nous ne proposons pas de biens neufs à nos acquéreurs et donc nous n'avons pas la même responsabilité vis-à-vis des biens que nous vendons. Alors bien sûr, nous avons une responsabilité, qui est une responsabilité que tout professionnel de l'immobilier a, même si vous avez une SCIR qui fait du locatif, qu'un jour vous vendez, vous aurez les mêmes responsabilités, c'est-à-dire que vous n'êtes pas exonéré de la garantie des vices cachés, et pour ce faire, vous avez votre assurance responsabilité civile professionnelle qui vous couvre en cas de pépin. Donc bien sûr que vous devez livrer à vos acquéreurs des biens, des trucs qui tiennent la route, si vous êtes marchand de biens, c'est pas parce que vous êtes marchand que vous devez, leur livrer des trucs pourris qui fonctionnent pas, mais en tout cas, vos responsabilités ne sont pas les mêmes, sauf si vous faites de la VFA, mais qui est plus réservé aux promoteurs, ou si vous faites de la VIR, de la vente d'immeubles à rénover, qui est l'équivalent dans l'ancien de la VFA. Donc là, oui, si vous faites ce genre de choses, vous êtes dans l'assimilé neuf, et donc vous devez à vos acquéreurs
un petit peu plus de garanties, quasiment les mêmes que si vous étiez promoteur. Et donc, la conversation que j'ai eue avec ce promoteur, lui me raconte, enfin, je lui disais, moi, enfin, ça m'a l'air d'être du délire aujourd'hui d'être promoteur, c'est super difficile, enfin, en gros, enfin, les acquéreurs, les vendeurs sont super chiants, les mairies sont très très dures, enfin, ça doit être compliqué. Et là, il me dit, oui, effectivement, donc là, il m'annonce que le délai moyen, tenez-vous bien, le délai moyen entre le moment d'une signature de compromis et le moment de la réitération, c'est-à-dire le moment où ils deviennent propriétaires, les promoteurs, hein, c'est-à-dire là, juste ils achètent, c'est 18 mois. Entre le moment où ils signent le compromis, où ils peuvent finalement acheter. À cause des diverses tractations avec les vendeurs, à cause des allers-retours avec les mairies qui les font chier comme pas possible, et des allers-retours et architectes et machin et ceci et cela. Bref, en moyenne, c'est 18 mois. Et l'autre moyenne, qui va aussi vous faire tomber encore plus à la renverse, moi ça m'a fait halluciner, c'est qu'avant de toucher la marge, du coup, au final, entre le moment où ils signent le premier compromis et le moment où ils commencent à toucher un petit peu de marge, 5 ans. Oh, wow! Ça prend 5 ans en moyenne avant de commencer à revoir la couleur du pognon. Donc c'est quand même des délais qui sont absolument délirants. Et donc il a, outre ces délais qui sont absolument fous, il m'a parlé de toutes les problématiques qu'eux, ils rencontraient dans leur profession. Donc déjà, il y a de plus en plus de normes. Alors faire du neuf, franchement, surtout le collectif, il y a une flopée de normes, c'est une vraie galère, et les normes PMR, et les normes incendie, et les trucs, et le local vélo qui doit faire telle taille, et le local poubelle qui doit faire au moins tel truc, et machin. Il y a des normes à n'en plus finir, enfin, de façon générale, l'Union Européenne, c'est vraiment le royaume des normes, et la France, c'est le paradis des normes. Donc ici, on adore les normes, et faire des trucs qui sont hyper chiants, c'est pour ça que ça avance quand même globalement lentement, un peu toutes les choses. En tout cas, les promoteurs ont énormément de normes auxquelles eh bien, ils sont assujettis. Ensuite, il y a la problématique des collectivités qui freinent des quatre fers les programmes de promotion immobilière, ou en tout cas qui entravent énormément la bonne marche et le bon développement des projets de promotion immobilière. Et là, alors je vais faire une petite ouverture, c'est tellement important, je pense que j'y consacrerai une vidéo spéciale, c'est ce qu'on appelle la problématique des projets PUMA. PUMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit acronyme pour projet utile mais ailleurs. C'est-à-dire que les communes, partout en France, ça dit oui, c'est bien, il faut construire, il faut du logement, mais par contre, pas chez moi. Genre ailleurs, quoi. Donc projet utile mais ailleurs. Et en fait, les collectivités qui, si par exemple sur un terrain donné, on a la possibilité de faire 20 lots, eh ben, elles disent bah ici, c'est pas 20 lots, c'est 15 lots. Et en fait, là, le promoteur, il se retrouve un petit peu coincé, puisqu'il a proposé un certain prix à son vendeur, pensant qu'il pouvait faire 20 lots, fait ses calculs de rentabilité sur cette base-là, et puis là, la mairie lui dit « Ah ouais, mais non, en fait, monsieur le promoteur, vous êtes bien gentil, mais là, vous n'allez pas me faire 20 lots, vous allez en faire 15. » Donc en général, ça donne lieu à une renégociation avec le propriétaire. Bref, c'est toute une problématique. Donc déjà, c'est une problématique pour leur visibilité sur leur renta, c'est une problématique sur les négociations avec les promoteurs, et également, c'est une problématique à l'échelle nationale, puisque quand toutes les communes prennent les mêmes décisions, c'est-à-dire, c'est pas 20 logements, c'est 15, eh bien c'est comme ça qu'à la fin on se retrouve avec une pénurie de logements terrible. Et si aujourd'hui en France on a le marché si tendu et les prix ne font qu'augmenter de partout, c'est bien parce que il n'y a pas de problème de spéculation. En France, on n'est pas sur un marché spéculatif, mais c'est parce que clairement l'offre n'arrive pas à coller à la demande et que partout, et là c'est dans tous les secteurs en France, tous mes élèves me le disent, les mairies font chier de partout. Tu fais chier! Et quand vous avez la possibilité de faire 4 lots et qu'on vous dit non, c'est pas 4 lots, c'est 3, et ben en fait, il y a 25% de votre offre qui saute. Et en fait, c'est 25% qui manquent. Je pense que c'est exactement là qu'est la problématique. C'est pour ça que le logement est si cher en France et c'est pour ça que les prix augmentent tellement. Autre problème auquel les promoteurs se confrontent, c'est la cupidité des vendeurs. Parce que là, je vous ai dit il y a 2 secondes, oui, il faut renégocier avec les vendeurs, mais souvent les vendeurs sont extrêmement cupides. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont un bien avec un certain potentiel constructible, et donc ils vont souvent être très 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 gourmands, faire venir 3-4 promoteurs et faire complètement monter les enchères. Sold for a buck. Ce qui donne lieu à des pratiques qui sont plus ou moins correctes. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, la cupidité des vendeurs, c'est un vrai problème pour les promoteurs. Ensuite, il y a l'attitude de certains concurrents. Alors ça, c'est valable pour les promoteurs, mais j'ai envie de dire que c'est valable pour les marchands de biens aussi. C'est-à-dire que parfois, ce que certains font, c'est qu'ils font des offres très élevées pour faire un petit peu rêver les gens. Donc les gens vont signer un compromis, et puis au bout de 6 mois, ils se blindent de conditions. Vraiment, les promoteurs sont les rois des conditions suspensives. Ils se blindent de conditions, et au bout de 6 mois, 1 an, ils reviennent voir les vendeurs et leur disent « Ah, bah en fait...
on s'est trompé, ou alors la mairie, elle nous autorise pas ceci, elle nous autorise pas cela. Ils le savaient pertinemment depuis le début, mais peu importe. Et ben, on peut plus vous en donner 1,2 million, maintenant ce sera que 1 million, ou alors ce sera que 900 000. Et quand les gens sont engagés depuis longtemps dans un processus de vente comme ça, et bien souvent, ils préfèrent céder plutôt que de revenir à zéro. Et il y a aussi pas mal de marchands de biens qui utilisent ce genre de techniques qui sont clairement très peu recommandables. Et en tout cas, si vous voulez faire du marchand de biens de façon un petit peu réglo, eh bien je vous déconseille très fortement d'adopter ce genre de pratiques qui ternissent la réputation de notre profession. Ensuite, il y a les problématiques de construction, les problématiques de main-d'œuvre, donc avec tout ce que ça peut engendrer, les matières premières qui n'arrivent pas toujours, les ouvriers, machin truc, enfin bref, il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre sur les métiers du bâtiment, hein, je pense que c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre. Et donc, quand on est promoteur, on est clairement assujettis à ces problèmes et on les subit de plein fouet, c'est-à-dire que la main-d'œuvre elle est ou inexistante ou alors de plus en plus chère et donc c'est très compliqué de trouver des personnes qui tiennent la route pour faire construire. Ensuite, les marges sont assez faibles en promotion, il faut savoir que les marges moyennes en promotion elles sont d'environ 7%. Alors, je nuance un petit peu parce qu'il y a des montages avec des sociétés qui facturent des frais de fonctionnement, etc. Donc c'est des montages un petit peu alambiqués, mais donc je nuance un petit peu ce propos, mais en tout cas, les marges sur la promotion sont assez faibles, ne sont pas énormes, et donc ils n'ont pas beaucoup de place pour l'erreur. Enfin, il y a les nombreuses garanties dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et donc toutes les problématiques de service après-vente qui en découlent, parce que en fait, pendant de nombreuses années après avoir livré les lots, eh bien, les promoteurs continuent de devoir assurer le service après-vente sur les biens qu'ils ont vendus. Pour toutes ces raisons, je vous invite à la plus grande prudence si vous envisagez de faire de la promotion immobilière. C'est un métier à part entière, c'est comme le marchand de biens, et donc si vous voulez faire de la promotion immobilière, eh bien, il faut apprendre à le faire. Si vous voulez faire des opérations de marchand de biens, il faut apprendre les tenants et les aboutissants, les contraintes, le cadre juridique, le cadre réglementaire, etc. Ne pas vous lancer comme ça. Parce que même si vous avez il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que il y a l'immobilier de façon générale, et si on touche un petit peu en immobilier, on sait faire un petit peu tout ce qu'il y a dans l'immobilier. Et c'est pas du tout vrai. C'est comme si vous disiez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, vous savez travailler le bois. Par exemple, vous dites, moi je suis menuisier, je sais travailler le bois. Mais le fait d'être menuisier ne veut pas dire que vous pouvez être luthier. Vous travaillez la même matière première, c'est pas pour autant que vous savez faire tous les métiers qui sont liés à cette matière première. Dans l'IMO, c'est pareil. Vous savez faire de l'investissement locatif, vous avez 50 lots, très bien, super, vous êtes probablement expert dans ce que vous faites, ça n'est pas pour autant que vous saurez faire des opérations de marchand de biens, et moi qui suis marchand de biens, ça n'est pas pour autant que je saurais faire des opérations de promotion immobilière. Donc si vous souhaitez passer dans l'une ou l'autre de ces catégories, je vous invite très chaleureusement à apprendre à faire les choses, et à prendre le cadre réglementaire, et à apprendre comment on pratique cette activité. Alors je voudrais nuancer un petit peu quand même mon propos, parce que là c'est un peu alarmiste, attention, la promotion c'est dangereux, gna gna gna. Si on sait faire les choses déjà, c'est toujours beaucoup moins dangereux. Ça, il faut bien en avoir conscience. Mais aussi, faire construire un immeuble de 50 lots, c'est pas comme faire construire 1, 2 ou 3 maisons individuelles. Parce que faire construire des petites maisons individuelles, ça, c'est de la promotion immobilière. Mais clairement, c'est pas la même promotion que de faire du collectif de 50 ou 100 lots. Donc bien sûr, si on fait de la petite promotion, c'est beaucoup moins risqué. Mais je dirais que ce sont quasiment deux métiers différents. Si vous souhaitez vous lancer dans ce genre d'activité, moi je vous invite donc très chaleureusement à apprendre à le faire, c'est-à-dire à suivre une formation ou alors un accompagnement, avoir un mentor, quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans ce métier et qui vous accompagne justement sur le chemin de la réussite en promotion immobilière. Ce ne sera pas moi parce que moi je ne suis pas spécialiste de la promotion immobilière, mais si vous voulez vous lancer là-dedans, eh bien je vous invite très chaleureusement à avoir les connaissances nécessaires, la trésorerie, parce qu'il faut beaucoup de trésor pour faire de la promotion immobilière, et surtout beaucoup de temps, puisque ça peut être extrêmement long avant de revoir la couleur de la monnaie. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, payez votre like, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je vous dis à la prochaine.